La bascule énergétique commence, avec un chiffre qui défie tout. Mom 200 MW, face à une capacité nationale plafonnant à 200 MW. L'accord scellé avec la Russie crée un contraste brutal qui redéfinit l'équation du Sahel. Que signifie vraiment ce pari pour Ibrahim Traoré et pour ceux qui dépendent de chaque kilowatt? Une promesse qui ouvre un horizon inexploré. L'accord nucléaire annoncé place immédiatement le Burkina Faso devant un enjeu qui dépasse la technique. Il fixe les paramètres d'un avenir où chaque décision pèse lourd sur la stabilité du pays. La promesse affichée est claire. Une énergie continue, capable d'alimenter les hôpitaux, les écoles et les infrastructures vitales, au moment même où les coupures rythment encore le quotidien. Encore. Pour les citoyens, le bénéfice central se résume en une idée de 10 mots. Accéder enfin à une électricité fiable et utilisable sans interruption. Une perspective qui rebat les cartes du développement national. Mais cette possible avancée s'accompagne d'un risque palpable. Le coût de 5 milliards de dollars, la dépendance partielle au financement extérieur et la gestion d'un chantier de haute technicité créent une tension qui ne peut être ignorée. Au cœur de cette équation se pose la question de la soutenabilité. Le pays peut-il absorber l'effort financier tout en garantissant la sécurité et la transparence indispensables à un projet nucléaire? Le choix devient alors un test de volonté politique, mais aussi un rappel que le progrès se construit toujours sur une ligne de crête. Le tournant réel du projet apparaît dès les premières semaines de 2025, lorsque les discussions engagées en coulisses révèlent l'ampleur d'un basculement énergétique rarement observé dans la région. Deux chiffres imposent immédiatement leur poids. 200 MW pour la future centrale contre 200 MW produits actuellement, un écart qui redéfinit mécaniquement le rapport entre besoins nationaux et capacités réelles. À partir de cette base, la trajectoire prend forme selon une chaîne d'événements imbriqués. En janvier 2025, Ibrahim Traoré mandate une délégation vers la Russie afin d'examiner concrètement ce que pourrait représenter une coopération nucléaire dans un pays encore dépendant d'infrastructures fragiles. Ce premier déplacement ouvre une dynamique diplomatique continue. Réunions techniques sur la formation des ingénieurs, débat sur les normes de sécurité, estimation du calendrier de construction et étude de la future intégration au réseau électrique. Le cadre se structure progressivement et chaque étape ajoute une pièce supplémentaire à un projet dont la complexité dépasse les annonces publiques. Lorsque l'accord final est signé à Saint-Pétersbourg en juin 2025, la séquence change d'échelle. L'objectif officiel, bâtir une centrale de 200 MW, ne se limite plus à une vision ou à un discours, mais devient un programme assorti d'exigences financières, techniques et humaines. La Russie apporte son expertise via Rosatom, tandis que les autorités burkinabées préparent le terrain. Repérage du site, premières études logistiques, coordination entre ministères, structuration des futures formations destinées à la nouvelle génération d'ingénieurs. Dans cette succession de décisions, un élément structurel apparaît. Le coût estimé à 5 milliards de dollars impose un cadre rigoureux, forçant les responsables à anticiper les risques d'endettement, les retards éventuels et les défis liés à la sécurité régionale. Ce mini-révélation montre que le projet n'est plus une hypothèse, mais un processus enclenché, dont chaque choix vient désormais valider ou fragiliser l'ambition fixée. Dans la capitale, les premiers effets du projet prennent une forme visible à travers des scènes précises qui traduisent que la manière dont l'initiative s'inscrit dans le quotidien. À l'hôpital principal, les équipes médicales évoquent la perspective d'un fonctionnement continu des blocs opératoires, longtemps perturbés par les coupures de courant qui imposaient des reports soudains. La simple idée de disposer d'une alimentation stable bouleverse la manière d'organiser les urgences, de planifier les soins intensifs et de garantir la sécurité des patients dans les unités les plus sensibles. Dans une école de quartier, un autre changement se profile. Les enseignants, habitués à composer avec des équipements numériques intermittents, imaginent une salle de classe
où les outils pédagogiques peuvent rester allumés toute la journée. La transition vers une électricité fiable ouvre la voie à des programmes plus réguliers, à une intégration cohérente des ressources digitales et à un rythme scolaire qui ne dépend plus des aléas du réseau. Pour de nombreux élèves, cette promesse représente un accès enfin stable à des contenus d'apprentissage qui renforcent l'égalité des chances. Du côté des jeunes adultes, l'arrivée progressive des programmes de formation spécialisés suscite un intérêt croissant. Certains voient dans la filière nucléaire une opportunité d'échapper au sous-emploi et d'acquérir une expertise rare, et de participer directement à la modernisation du pays. Les discussions autour des cursus techniques, ingénierie, sécurité, maintenance, s'accompagnent d'une prise de conscience. La transformation énergétique ne repose pas seulement sur des infrastructures, mais sur la capacité à bâtir une main-d'œuvre qualifiée. À travers ces situations concrètes, le projet cesse d'être une abstraction. Il devient un ensemble de conséquences tangibles qui redéfinissent, étape après étape, ce que pourrait être la vie quotidienne dans un pays doté d'une énergie stable. Pour amorcer la séquence, le déclenchement du projet nucléaire trouve son origine plusieurs mois avant la signature officielle, dans une annonce jugée ambitieuse, mais encore floue. Au début de 2025, Ibrahim Traoré déclare publiquement que le pays doit diversifier ses sources d'énergie et rompre avec la dépendance envers les anciennes puissances coloniales. Cette prise de position, énoncée dans un contexte de fragilité électrique persistante, ouvre une séquence où chaque décision devient un signal adressé à la fois à la population et aux partenaires internationaux. Quelques semaines plus tard, une délégation burkinabé est envoyée discrètement à Moscou afin d'étudier les possibilités de coopération avec Rosatom. L'objectif est clair: comprendre si la technologie nucléaire peut être adaptée aux besoins du pays et si un financement partiel est envisageable. Ces premiers contacts définissant un cadre de travail qui, jusqu'alors, relevait davantage d'une aspiration que d'un programme structuré. Les discussions prennent alors de l'ampleur. Les équipes techniques examinent les options de formation, les standards de sécurité et les scénarios d'intégration de la future centrale au réseau national. Les réunions se multiplient et laissent entrevoir que, derrière les discours diplomatiques, un chantier d'une grande complexité se met en place. Le projet avance sans être publiquement détaillé, et cette période de discrétion permet d'éviter les pressions extérieures susceptibles de perturber les négociations encore fragiles. Au moment même où l'intensité atteint son sommet, le point culminant survient le 19 juin 2025 à Saint-Pétersbourg. Ce jour-là, Ibrahim Traoré signe l'accord qui officialise la construction de la première centrale nucléaire du Sahel. Devant les caméras et les observateurs internationaux, l'acte prend une dimension géopolitique immédiate. La Russie s'implante dans une région longtemps sous influence occidentale, et le Burkina Faso affirme une orientation stratégique nouvelle. La cérémonie marque un basculement net. On ne parle plus d'intention, mais d'un engagement ferme qui transforme le paysage énergétique du pays. À partir de là, les ministères se coordonnent pour préparer l'arrivée des équipements lourds, définir les procédures de sécurité et structurer les programmes de formation. Les critiques émergent aussi rapidement. Risque d'endettement, inquiétude sur la stabilité régionale, interrogations sur la gestion des déchets nucléaires. La pression internationale se fait sentir, mais la dynamique enclenchée demeure. Dans le même temps, les premières images du site choisi, nivellement du terrain, installation des accès, balisage des zones de construction, deviennent le symbole visuel d'un projet qui quitte le domaine des promesses pour entrer dans celui des opérations concrètes. Cette phase représente l'intensité maximale de la trajectoire. Chaque avancée confirme l'engagement, chaque doute rappelle la fragilité de l'entreprise. Dans les répercussions qui suivent, après la signature, les répercussions se déploient rapidement. Les institutions financières internationales expriment leurs réserves quant au financement des 5 milliards de dollars nécessaires. Les risques de dépassement de coûts, fréquents dans les projets de cette envergure, alimentent l'inquiétude. En parallèle, les partenaires régionaux observent attentivement ce basculement qui pourrait redessiner l'équilibre énergétique du Sahel. Les critiques internes insistent sur la nécessité d'une gouvernance transparente,
tandis que les partisans y voient l'opportunité de rompre enfin avec les coupures chroniques qui affectent l'économie et les services publics. Dans ce mouvement oscillant entre espoir et scepticisme, une constante demeure. Le projet a quitté le stade des projections. Chaque étape franchie crée un effet d'entraînement difficile à inverser, et les choix futurs détermineront si cette trajectoire devient un levier de modernisation ou un défi supplémentaire pour le pays. La dynamique du projet se comprend d'abord à travers un changement de référence simple. Passer d'une capacité d'environ 200 MW à un objectif de 1200 MW. Un saut qui modifie mécaniquement la façon dont le pays anticipe sa consommation future. Ce delta massif redessine la marge de manœuvre énergétique, car il permet d'imaginer un réseau capable de fournir une alimentation régulière aux secteurs essentiels sans dépendre de sources externes instables. Le premier chiffre structurant est donc cette montée en puissance prévue. Le seuil de 200 MW n'est pas une projection abstraite. Il traduit une ambition de multiplier par 6 la capacité actuelle, ouvrant la possibilité de soutenir durablement l'industrialisation, la modernisation des services publics et l'extension des infrastructures. L'écart entre les deux niveaux donne la mesure d'une transformation qui, jusqu'ici, n'avait jamais été envisagée à une telle échelle dans le Sahel. Le deuxième chiffre majeur concerne le coût estimé à 5 milliards de dollars. Pour le Burkina Faso, cette dépense représente un défi considérable, car elle exige une organisation rigoureuse des ressources internes et une gestion prudente des financements étrangers. Une telle somme impose de surveiller chaque étape du projet afin d'éviter les dépassements budgétaires susceptibles de fragiliser les équilibres économiques du pays. Cette enveloppe financière devient ainsi un indicateur crucial pour évaluer la viabilité du programme et mesurer les risques associés. Le troisième repère quantitatif touche à l'impact économique direct, jusqu'à 2 milliards de dollars d'économies annuelles sur les importations d'énergie, selon les projections évoquées dans les discussions préparatoires. Cette estimation repose sur la réduction des achats d'électricité ou de combustible provenant de l'extérieur, deux postes de dépenses qui pèsent lourdement sur le budget national. Si les prévisions se confirment, le pays disposerait d'une marge financière nouvelle pour investir dans d'autres secteurs prioritaires, comme les infrastructures, l'agriculture ou l'éducation. Autour de ces trois chiffres pivote une logique structurante. Convertir des gains potentiels en avantages durables tout en limitant les risques de déséquilibre. Les équipes techniques, en collaboration avec les partenaires russes, ont commencé à planifier les modalités d'intégration de la centrale au réseau national, ce qui inclut la création de lignes de transmission capables d'absorber et de distribuer efficacement la nouvelle capacité. Cette étape, souvent moins visible que la construction elle-même, conditionne pourtant la réussite du projet, car une production élevée ne peut être exploitée sans une infrastructure robuste. Une autre dimension repose sur la formation de milliers de travailleurs nécessaires pour gérer les opérations, la maintenance et la sécurité. Les futurs techniciens, ingénieurs et superviseurs devront maîtriser des protocoles stricts afin de garantir la stabilité de l'installation et de prévenir les incidents liés à une technologie sensible. Ces orientations s'inscrivent dans une vision plus large de développement des compétences nationales, qui dépasse la seule phase de construction. À ce stade, la trajectoire se caractérise par un équilibre entre promesses et contraintes. Les chiffres définissent les contours d'un projet qui, par son ampleur, nécessite une vigilance constante. L'enjeu majeur consiste désormais à convertir ces repères quantitatifs en résultats tangibles, sans compromettre la stabilité financière ou technique du pays. Deux visions s'affrontent autour du projet nucléaire, chacune portée par des arguments solides et enracinés dans la réalité du Burkina Faso. Les partisans avancent d'abord une thèse construite sur la nécessité de moderniser l'approvisionnement énergétique. Selon eux, la construction d'une centrale de même 200 MW constitue l'occasion de sortir d'un modèle marqué par les coupures récurrentes et la dépendance aux importations. Dans cette perspective, la collaboration avec la Russie ouvre un accès direct à une technologie susceptible de transformer les infrastructures publiques
de stabiliser les hôpitaux, les écoles et les industries, et d'offrir aux jeunes des programmes de formation inédits. Pour ses défenseurs, l'accord signé par Ibrahim Traoré marque l'entrée dans une nouvelle ère, celle où la souveraineté énergétique devient enfin un levier concret de développement. Face à cette lecture résolument optimiste, les opposants articulent une thèse centrée sur les risques financiers et sécuritaires. Ils rappellent que le coût global du projet, estimé à 5 milliards de dollars, représente un poids considérable pour un pays encore en consolidation économique. Selon eux, une telle entreprise pourrait accroître la dette publique, surtout si des dépassements ou des retards surviennent, comme cela arrive souvent dans les projets industriels de grande ampleur. Ils soulignent également l'absence d'expérience nationale en matière nucléaire, ce qui rend la mise en œuvre particulièrement délicate, tant pour la gestion des déchets que pour la sécurité d'une installation sensible dans une région sujette à l'instabilité. La dimension géopolitique renforce leurs inquiétudes. L'implication de la Russie pourrait provoquer des tensions diplomatiques avec des partenaires historiques, tout en exposant le pays à des vulnérabilités nouvelles. La confrontation de ces deux positions laisse apparaître une zone médiane. Les arguments favorables reposent sur des bénéfices tangibles: capacité accrue, formation des sciences, perspectives économiques. Tandis que les critiques s'appuient sur des éléments tout aussi factuels: coûts, risques techniques, fragilité sécuritaire. Le projet se situe donc à l'intersection d'espoirs ambitieux et de défis significatifs, exigeant une gestion disciplinée pour que ces promesses ne soient pas éclipsées par ces contraintes. Point de non-retour. L'arrivée des premiers équipements lourds, en provenance de Russie, modifie radicalement la nature du projet. Il ne s'agit plus d'une promesse portée par des accords diplomatiques, mais d'une construction physique dont chaque élément scelle une nouvelle étape. Les zones clôturées, les plateformes nivelées et les équipes techniques déjà à l'œuvre donnent une matérialité immédiate à une initiative que beaucoup considéraient encore comme théorique quelques mois auparavant. Au cœur de cette phase décisive, Ibrahim Traoré apparaît dans un rôle de pilote, non pas pour annoncer, mais pour assumer le passage vers une séquence opérationnelle. Cette transition renforce simultanément la crédibilité du projet et les risques qu'il implique. Retard potentiel, surcoût imprévisible ou vulnérabilité liée à la sécurité dans une région marquée par des tensions persistantes. Chaque livraison d'équipement accroît l'engagement du pays et réduit la possibilité de revenir en arrière, plaçant le gouvernement devant une exigence de cohérence stratégique. Ce moment charnière agit comme un révélateur. Il confirme la détermination à avancer et impose, dans le même temps, une rigueur renforcée pour que l'élan initial ne soit pas compromis par les obstacles annoncés. Les premiers effets du projet nucléaire, porté par Ibrahim Traoré, se lisent à travers 4 plans distincts qui, ensemble, redessinent la trajectoire d'un pays longtemps freiné par son instabilité énergétique. En ce qui concerne la vie quotidienne des citoyens, pour les habitants, la perspective d'une électricité continue transforme profondément les attentes. Les hôpitaux, souvent frappés par des coupures paralysant les soins d'urgence, envisagent une activité plus fluide grâce à une alimentation stable. Les écoles, limitées par des équipements numériques intermittents, pourraient intégrer des outils pédagogiques modernes sans interruption. Dans les foyers, l'accès régulier à l'électricité signifie une meilleure conservation des aliments, une communication facilitée et un quotidien moins soumis aux aléas du réseau. Ces changements, encore en phase de projection, annoncent une amélioration directe des conditions de vie si la centrale atteint sa pleine capacité. En ce qui touche l'économie, les emplois et la production. Sur le plan économique, la construction entraîne une mobilisation remarquable de main-d'œuvre. Les travaux liés au chantier, à la logistique et à la coordination technique génèrent des milliers d'emplois directs et indirects. Les jeunes actifs y voient une chance réelle d'acquérir des compétences inédites dans la région, appuyées par des programmes de formation qui se mettent progressivement en place. Les entreprises locales, sollicitées pour le transport, l'ingénierie ou les services auxiliaires,
bénéficient déjà d'un début d'activité supplémentaire. Si la centrale atteint les 200 MW annoncés, les industries existantes pourraient fonctionner avec une stabilité nouvelle, favorisant une expansion plus régulière. En ce qui concerne l'influence géopolitique dans la région, à l'échelle du Sahel, l'initiative place le Burkina Faso dans une position inattendue, celle d'un acteur susceptible de devenir fournisseur d'énergie dans un espace marqué par des pénuries chroniques. Le projet, soutenu par la technologie russe, recompose les équilibres diplomatiques dans une zone historiquement influencée par les partenaires occidentaux. Cette évolution attire l'attention des pays voisins, inquiets de voir un nouveau pôle énergétique émerger, mais aussi intéressés par la possibilité d'un approvisionnement futur. La dynamique géopolitique gagne en complexité, chaque avancée renforçant l'idée que le pays s'éloigne progressivement de ses dépendances anciennes pour tracer une voie autonome. En ce qui concerne les risques liés à la sécurité et à l'environnement, dans un contexte régional instable, la protection des infrastructures critiques constitue un enjeu majeur. La présence de groupes armés dans certaines zones du Sahel crée une vulnérabilité structurelle autour d'une installation aussi sensible qu'une centrale nucléaire. Les autorités devront mettre en place des protocoles stricts, coordonnés avec les partenaires techniques, afin de prévenir les attaques et d'assurer la sécurité du personnel. Les questions liées à la gestion des déchets nucléaires et aux normes environnementales exigent également une vigilance continue. Si ces paramètres ne sont pas strictement respectés, les bénéfices du projet pourraient être altérés par des risques difficilement réversibles. À travers ces 4 dimensions, le projet s'inscrit dans une dynamique où les possibilités de transformation coexistent avec les exigences de prudence. Ibrahim Traoré y apparaît comme l'architecte d'un pari dont les retombées pourraient remodeler durablement le pays, à condition que chaque étape soit gérée avec une discipline rigoureuse. Les 6 à 12 prochains mois constituent une période décisive, où le projet nucléaire évoluera selon 3 trajectoires possibles, chacune façonnée par les variables techniques, financières et sécuritaires déjà présentes dans les étapes antérieures. Cette fenêtre temporelle ne fournit pas de certitude, mais elle met en lumière les conditions nécessaires pour que l'élan acquis depuis la signature de l'accord devienne une dynamique durable. Dans le scénario optimiste, dans cette première hypothèse, les livraisons d'équipements se poursuivent sans retard notable et les équipes locales parviennent à intégrer les nouvelles méthodes de travail fournies par les experts russes. Les phases initiales de construction respectent l'ordre prévu. Installation complète du site, consolidation des accès logistiques et structuration fine des formations techniques. L'économie locale bénéficie d'un afflux soutenu d'emplois et d'activités, tandis que les institutions financières maintiennent leur coopération sans exprimer de réserves supplémentaires. Dans ce contexte, les projections liées à la réduction de la dépendance énergétique commencent à trouver un début de matérialisation. Dans le scénario médian, une deuxième trajectoire envisage des progrès concrets mais ralentis par des ajustements techniques ou administratifs. Les coûts restent contenus dans la limite des 5 milliards annoncés, mais des contraintes émergent. Léger décalage dans la livraison de certains modules, besoin de renforcement des capacités locales ou révision de certains protocoles de sécurité. Le chantier progresse, mais les autorités doivent constamment réajuster les priorités pour tenir l'ensemble cohérent. Dans cet horizon, le pays conserve son orientation nucléaire, mais l'impact économique immédiat demeure modéré, car plusieurs segments clés exigent encore du temps pour se stabiliser. Dans le scénario pessimiste, dans cette hypothèse, les obstacles se multiplient, retards prolongés, difficultés logistiques ou surcoûts susceptibles d'alourdir lourdement la dette. Les institutions financières internationales émettent des doutes plus appuyés, tandis que la situation sécuritaire régionale exige des ressources supplémentaires. Le risque est alors que la dynamique initiale s'essouffle, la construction accumulant les complications. Une telle trajectoire ne signifie pas nécessairement l'arrêt du projet, mais elle fragilise les fondations sur lesquelles repose la crédibilité de l'initiative.
Ces 3 scénarios révèlent une même structure. Le succès dépend d'une gestion stricte des coûts, d'une logistique maîtrisée et d'une stabilité suffisante pour protéger les infrastructures. Les 6 à 12 mois qui viennent seront donc déterminants pour mesurer la capacité du pays à transformer une ambition stratégique en réalité opérationnelle. À mesure que le chantier progresse, les répercussions humaines du projet nucléaire deviennent plus perceptibles pour diverses catégories de la population. Pour les familles vivant dans les zones rurales, où l'électricité demeure rare ou intermittente, la perspective d'un réseau plus stable ouvre un horizon qui modifie la manière de planifier les activités quotidiennes. Les tâches domestiques, souvent dépendantes des horaires imprévisibles des groupes électrogènes, pourraient s'organiser de manière plus fluide. La possibilité de conserver les aliments, de recharger des appareils ou d'éclairer les habitations en continu constitue un changement profond dans la vie de nombreux foyers. Du côté des jeunes, l'intérêt croissant pour les filières techniques se traduit par une dynamique nouvelle. Les premières discussions sur les programmes de formation, encore en consolidation, suscitent l'espoir d'accéder à des métiers reconnus et mieux rémunérés. L'arrivée de la technologie nucléaire ne représente pas seulement une transformation du paysage énergétique, mais aussi une occasion d'acquérir une expertise rare dans la région, ouvrant la voie à des perspectives professionnelles élargies. Les travailleurs des secteurs essentiels ressentent également l'impact potentiel du projet. Les personnels de santé entrevoient la possibilité de réduire les interruptions de soins causées par les coupures imprévues. Les enseignants, habitués à travailler avec des équipements numériques instables, imaginent des salles de classe où les outils pédagogiques demeurent fonctionnels durant toute la journée. Les agriculteurs, dont l'activité dépend fortement de la chaîne de conservation et des systèmes d'irrigation, voient dans la stabilité énergétique une amélioration de leurs conditions de production. À travers ces évolutions attendues, une même idée se dessine. La transformation énergétique ne touche pas uniquement les infrastructures, elle modifie la manière dont chaque individu se projette dans l'avenir. Le défi consiste désormais à convertir ces attentes en bénéfices concrets, afin que les répercussions sociales s'alignent sur l'ambition annoncée. Pour que la trajectoire engagée ne reste pas un élan isolé, le projet nucléaire doit s'appuyer sur une feuille de route précise, articulée autour de plusieurs étapes complémentaires. Ibrahim Traoré place cette phase sous le signe d'une organisation méthodique où chaque action répond à une nécessité stratégique. 1. Former une main-d'œuvre spécialisée. La première pierre consiste à établir des programmes de formation capables de préparer ingénieurs, techniciens et superviseurs aux exigences d'une centrale nucléaire. Les partenariats avec les experts russes permettent de structurer des cycles d'apprentissage qui couvrent la sécurité, la maintenance et la gestion opérationnelle. Cette montée en compétences vise à garantir une autonomie progressive, évitant une dépendance excessive aux équipes étrangères. 2. Renforcer le réseau et les infrastructures associées. La production prévue de 1200 MW impose de disposer d'un réseau national capable d'absorber et de distribuer efficacement la nouvelle capacité. Cela implique la création de lignes de transmission supplémentaires, l'adaptation des sous-stations et la mise en place de systèmes de stockage pour maintenir la stabilité lors des pics de consommation. Sans cette infrastructure, la centrale ne pourrait remplir pleinement son rôle. 3. Mettre en place une gouvernance financière rigoureuse. Le coût global, estimé à 5 milliards de dollars, exige une gestion transparente afin de limiter les risques d'endettement excessif. Les autorités doivent coordonner prêts, investissements et partenariats, tout en assurant un suivi constant des dépenses. Cette discipline financière est essentielle pour maintenir la crédibilité du projet auprès des institutions internationales. 4. Structurer un dispositif de sécurité intégré. Dans une région marquée par l'instabilité, la protection du site nécessite un ensemble de protocoles couvrant surveillance, coordination interinstitutionnelle et gestion des risques. En réunissant ces étapes, Ibrahim Traoré cherche à transformer une ambition politique en infrastructure durable, capable de soutenir la transition énergétique du pays.